Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. On a le droit d'enlever le masque. Nous attendons une personne encore, mesdames, messieurs, quelques minutes. Merci de patienter. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions.
Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Mesdames, Messieurs, ah bah voilà, le micro est branché. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Troisième débat que j'anime. Le premier, c'était sur la réindustrialisation, où l'on a parlé d'hydrogène. Enfin, en tout cas, Xavier Bertrand a parlé d'hydrogène. Le deuxième débat, c'était hier sur les nouvelles énergies, où l'on a encore parlé d'hydrogène. Donc on s'est dit, bon, on va parler carrément d'hydrogène lors d'un troisième débat. Tout nous mène à ce sujet. On le voit bien, l'État qui moquait jusqu'en janvier 2020, je vous invite à voir un débat parlementaire sur la transition énergétique avec Elisabeth Borne, et quand le député de Dordogne, fervent admirateur de l'hydrogène, Michel Delpont, avait évoqué le sujet, l'Assemblée nationale s'était moquée. Je vous invite à voir ce débat, et quelques mois plus tard, l'État investit 7 milliards d'euros sur l'hydrogène et découvre que certaines régions, dont celle représentée par Madame, qui est mon vis-à-vis, fait de l'hydrogène depuis que Chevènement a eu cette idée il y a une vingtaine d'années. L'État est donc passé du tout au rien, en espérant qu'il ne repasse pas au rien. En tout cas, l'hydrogène, tout le monde en parle, mais des acteurs économiques et industriels en font depuis longtemps. L'hydrogène, c'est vieux comme les premières montgolfières. Les piles à combustible, c'est vieux comme la conquête spatiale. Les électrolyseurs, on en fait depuis un siècle. Voilà, aujourd'hui, on se focalise dessus. Des acteurs sont là pour en parler. Il y aura donc Nathalie Locke, juste en face de moi, qui est un peu la Madame Hydrogène. Une des Madame Hydrogène de France. Vous êtes chef de projet à l'Agence régionale du développement économique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Lionel Berthuis, vous êtes le directeur de Hailico. Vous nous direz ce qu'est Hailico. Steven Labelli, vous êtes le responsable des relations institutionnelles SOGET Trans Group, et vous avez carrément mis à l'eau, non, vous allez mettre à l'eau un bateau à hydrogène. Nous aurons en visio, il est là, regardez, vous occupez toute la place, Amaury Vaux-120 de la société Justy. Merci d'être là. Dites-nous un petit bonjour pour que je sois rassuré sur la qualité du son. Bonjour à tous, j'espère que le son est bon. Merci. Gilles Dohat, merci d'être là. Chef de projet Eve ou Yves, je ne sais pas si on... Eh ben voilà, Eve, à Eco CO2. Et Olivier Cramat, vous représentez la maison Gossin. Merci d'être là un peu au débeauté. La maison Gossin, d'ailleurs, je vais commencer par vous, qui a présenté récemment au ministre Djebari un bel outil qui est arrivé en grande pompe, un bel outil à hydrogène, un outil portuaire. Vous êtes sur l'hydrogène depuis, j'allais dire, presque toujours. Oui, bonjour à tous. En effet, donc nous, on est un acteur de l'hydrogène en tant que fabricant donc, de solutions de manutention. Et en effet, on a pu présenter donc, au ministre un tracteur de parc électrique qui a migré vers l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on a amené aujourd'hui, nous, l'hydrogène comme un complément de gamme à nos véhicules.
On produit des véhicules électriques depuis les années 1980. Et aujourd'hui, nous, le véhicule à hydrogène, on y travaille depuis maintenant 6 à 7 ans, avec un premier pack qui avait été développé à l'époque avec le CEA, et qui nous a permis un petit peu de découvrir et d'intégrer la technologie. Et aujourd'hui, donc, on a pu industrialiser la solution pour pouvoir l'adapter et la mettre en œuvre sur nos véhicules, avec des véhicules qui vont opérer donc à l'hydrogène sur des plateformes logistiques, sur des ports, voire même sur des aéroports, ou carrément dans l'industrie pour des industriels qui seraient équipés de centrales. Parce que notre stratégie, c'est de nouer des partenariats avec différents acteurs de l'hydrogène, de manière à venir s'insérer dans l'écosystème hydrogène et de devenir finalement là où des producteurs ou des transporteurs d'hydrogène, alors on va privilégier les producteurs parce qu'on voudrait vraiment rester sur de l'hydrogène vert, d'amener des solutions pour consommer cet hydrogène pour les gens qui se situent dans cet écosystème. Pourquoi l'hydrogène et pas la batterie traditionnelle ou alors j'ose pas parler du gaz? Pourquoi l'hydrogène? Alors, comme je l'ai dit, pour nous, c'est un bon complément de gamme. Pour nous, l'hydrogène est complémentaire de l'électrique. On a l'habitude, avec nos véhicules électriques, d'opérer sur des petits sites. Donc, c'est très bien pour les petites distances, les petits parcours. Mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, l'hydrogène trouve tout son sens. Et à cet effet, on a développé donc une base motorisée routière électrique. Vous appelez un skateboard. On appelle un skateboard. Et le cahier des charges que l'on s'est imposé pour ce véhicule, eh bien, c'est de pouvoir traverser la France sans refueler le véhicule. Oui, autonomie annoncée de 800 km. C'est ça. Entre 18 et 44 tonnes. Tout à fait. Donc on aura une version skateboard pour faire du porteur, 19 tonnes, et une version skateboard pour faire un tracteur, pour du 40 tonnes. Avec quel type d'hydrogène, sous quelle forme? L'idée, c'est vraiment de rester sur l'hydrogène vert. Donc on embarque... comprimé, liquéfié, puis la comprimé. C'est-à-dire on va embarquer des réservoirs et on aura de l'hydrogène à 350 bars embarqué sur notre véhicule. Et puis ce sera dimensionné de manière à pouvoir faire le job, comme on dit. Et pour démontrer vraiment l'intérêt de ce projet-là, on va même engager un camion sur le Dakar. Le prochain Dakar, on va le faire avec un camion hydrogène. Alors on n'a pas l'ambition de remporter le Dakar, mais on a l'intention de démontrer que c'est possible de le faire de manière verte, et également avec des produits associés à nos véhicules qui seront des groupes électrogènes alimentés à l'hydrogène, dans l'idée de faire fonctionner le bivouac du Dakar de manière de plus en plus verte. Ça, c'est votre solution Powerpack H2, c'est ça? Tout à fait. Je me suis bien renseigné. Voilà. Donc même les groupes électrogènes ont vocation à être remplacés, selon vous? C'est aussi un de nos axes de développement, et on va même plus loin parce que la semaine prochaine, on sera même sur un autre salon à Monaco. Ce sera le Monaco Yacht Show, où on veut démontrer que nos groupes Powerpack peuvent avoir leur intérêt dans cette activité, donc le yacht, mais également, pourquoi pas, faire du ship to shore sur les petits ports pour alimenter les bateaux à quai en électricité. D'accord, donc plutôt que de faire du courant quai, de mettre des prises qui coûtent très cher, vous amenez, votre groupe électrogène à l'hydrogène. Exactement. C'est ça, d'accord. Il y a de la concurrence, c'est Sogétran, pardon, monsieur Labelli. Oui, j'avais pas pensé à ça, tiens, groupe électrogène H2 à la place du courant quai. Vous allez lancer votre bateau, qui est un pousseur à hydrogène? Qui est un automoteur. Un automoteur, voilà. Pardon. Ok, donc effectivement, Sogestran s'est lancé dans cette aventure-là il y a à peu près 2 ans, 3 ans. On a répondu en fait à un appel à projet européen du FCHJU qui nous a permis d'être sélectionnés avec un consortium européen, donc français et scandinave. Et dans le cadre de ce projet, donc, on va mettre en œuvre un bateau qui est un automoteur fluvial, donc un bateau de 55 mètres par 8 mètres que vous avez à l'écran. Qui va faire de la logistique urbaine et qui sera effectivement propulsé par une pile à combustible, 2 piles à combustible plus précisément, 400 kW au total, et avec un carburant qui sera donc de l'hydrogène comprimé à 300 bars, hydrogène majoritairement d'origine verte. En fait, ça fait partie des contraintes de l'appel à projet européen, puisqu'on devait se fournir à 50% en hydrogène vert au minimum. Et une des autres subtilités de cet appel, c'est que contrairement à beaucoup de projets où on se contente de financer le bateau, le mettre en service, le mettre en œuvre, là, il nous était demandé d'exploiter pendant 18 mois
commercialement le bateau. Donc c'est-à-dire une mise en situation réelle de ce bateau-là pendant minimum 18 mois, donc ce qui va être fait. Ce bateau-là est aujourd'hui en cours de construction. Il sera mis en service avec un petit peu de retard en tout début d'année prochaine, donc exploité sur Paris, l'Île-de-France, hein, pour faire de la logistique urbaine. C'est un sujet aussi avec l'hydrogène qui est très à la mode, mais qui permet pour le coup d'offrir une solution zéro émission. Alors zéro émission localement, évidemment. Hein. On parle bien de la suppression des émissions polluantes à l'échappement. Et là, pour le coup, effectivement, on a le bonheur de ne rejeter que de l'eau et de la vapeur d'eau. Donc ça répond à une attente de nos clients. Ça répond aussi aux attentes des autorités, hein, que ce soit les autorités européennes ou françaises. On est aujourd'hui dans ce cadre qu'on voit se dessiner de plus en plus clairement, hein, 2050, une décarbonation totale ou presque des transports. 2035, une première étape assez importante. Et le groupe Sogestran, donc, s'est impliqué depuis assez longtemps, hein, en fait, dans cette réduction de son impact, de l'impact environnemental de ses activités. Et l'hydrogène s'est imposé assez naturellement. Alors évidemment, il y a d'autres solutions. On a parlé des batteries. Il y a tout un tas d'autres solutions transitoires. Hein. L'alimentation électrique par le quai des bateaux sera aussi une nécessité dans le cadre des énergies alternatives. Ces énergies aujourd'hui sont plus chères que le gazole. On sait qu'on n'arrivera jamais à obtenir un coût qui soit équivalent au gazole. Donc on doit tout mettre en œuvre pour éviter de consommer inutilement ces énergies. C'est-à-dire quand on est à quai, il faut pas faire tourner un groupe qui soit électrogène de diesel, qui soit hydrogène ou autre gaz. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça, du courant quai ou de l'alimentation d'une façon ou d'une autre des bateaux, et c'est encore du mal dans les ports fluviaux et maritimes. Alors, dans les ports maritimes, oui, parce que les puissances en jeu sont colossales. Hein. On parle de plusieurs mégawatts, hein, pour les gros porte-conteneurs et les croisières. Pour les bateaux fluviaux, on parle de quelques dizaines de kilowatts, hein, donc c'est de l'électricité domestique. Ça se met en place, ça se met en œuvre. On commence à avoir un réseau de bornes sur la Seine, dans le bassin du Nord, et sur d'autres bassins qui s'étoffent. Voies navigables de France et Aropa investissent dans 70 nouvelles bornes là, sur le bassin de la Seine. Donc ça sera de toute façon un prérequis pour les énergies alternatives. Qu'on parle d'hydrogène, qu'on parle de batterie, qu'on parle d'autres solutions à inventer, ça sera un prérequis. On ne peut pas imaginer de consommer des énergies plus coûteuses alors qu'on a la solution de se brancher à quai. Donc en fluvial, on n'aura pas le choix. Sur le maritime, c'est un petit peu différent parce que les puissances sont très différentes. Et vous posez la question à mon voisin de l'électrique, pourquoi l'hydrogène et pas l'électrique ? Sur nos applications, en fait, on est parti sur la solution la plus compliquée. Puisque aujourd'hui, quand on travaille sur l'hydrogène, on est obligé de travailler sur l'électrique. On ne peut pas mettre de pile à combustible sans avoir de batterie à côté pour lisser le fonctionnement de la pile à combustible. Ah bon ? Enfin, on peut, mais ce n'est pas la meilleure façon de garantir la durée de vie de la pile à combustible. Voilà, certaines automobiles n'ont pas de batterie. Hein. Les premières Mirai, je crois qu'elles n'avaient pas de batterie. Voilà, nous, on fait le choix effectivement d'avoir un pack batterie qui est assez important à côté, qui permet de lisser parfaitement le fonctionnement de la pile, et puis aussi qui permet d'écrêter un peu les pics de puissance, c'est-à-dire de jouer entre la pile à combustible et le bateau. L'idée, c'est d'avoir une conception, une approche énergétique assez globale du bateau, en fait. Alors en définitive, c'est un bateau électrique ou un bateau hydrogène ? Eh bien, il est électrique, puisque de toute façon, la propulsion est électrique. Maintenant, comment est cette électricité ? Elle vient principalement de la pile à combustible, hein, à 90%. Et puis on va avoir 10% de batterie. Mais je ne comprends pas pourquoi lisser la pile à combustible a encore des problèmes de stabilité ou intrinsèquement. Qu'est-ce qui se passe ? Après, il faudra interroger des fabricants de piles. Nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que concepteurs de notre bateau, puisqu'on a en tant qu'armateur, on conçoit nos bateaux. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les piles n'acceptent pas des variations de puissance très importantes. D'accord. Ou alors, si elles les acceptent, on les abîme. Un bateau, aujourd'hui, quand il est équipé d'un moteur diesel, sa durée de vie, c'est 40 000, 60 000 heures. Les piles à combustible, on n'est pas aujourd'hui sur ces données-là, donc on a tout intérêt à augmenter la durée de vie. La pile à combustible coûte déjà beaucoup plus cher. Si en plus la durée de vie par rapport à un moteur diesel est divisée par 3, autant dire que le modèle économique devient intenable. Donc ces batteries-là, en fait, elles permettent de mieux gérer la production d'énergie et d'éviter que les piles soient sollicitées ou sursollicitées dans des gammes de régimes qui ne sont pas les leurs.
Et la pile à combustible en dessous de, je vais dire, 10-20% de charge, en fait, elle est pas performante. D'accord. Voilà, mais c'est ce qu'on sait, nous, nous ne concevons pas les piles, nous les utilisons. Donc c'est ce qu'on a compris effectivement de nos partenaires qui, dans le cadre du projet européen flagship, vont nous fournir ces piles à combustible. J'ai bien compris, M. Kramat, vous confirmez, il faut toujours adjoindre une pile électrique, entre guillemets une batterie, à une pile à hydrogène. Oui, tout à fait. C'est exactement le choix que l'on fait également pour nos véhicules. D'accord. Eh ben, je ne savais pas. Nathalie Locke, l'hydrogène, vous en faites depuis 20 ans. La région Bourgogne-Franche-Comté s'est focalisée sur le transport lourd. Pourquoi? Alors, en fait, mettez bien le micro sur le menton. Oui, c'est vrai. Oui, la région Bourgogne-Franche-Comté a commencé par de la recherche avec la plateforme pile à combustible et le Fuel Cell Lab à Belfort, sur une initiative, effectivement, vous l'avez rappelé, de Jean-Pierre Chevènement, qui s'était intéressé à ça en tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et maire de Belfort, et expert de Belfort. Voilà, et il avait à l'époque voulu avoir un laboratoire sur Belfort pour son école d'ingénieurs, qui aujourd'hui s'appelle l'Université technologique Belfort-Montbéliard et qui forme d'ailleurs par un cursus master en ingénierie des ingénieurs spécialisés. Donc dans l'hydrogène. Donc effectivement, on a commencé par de la recherche. Pendant une bonne dizaine d'années, la région a soutenu cette recherche et puis on est passé en phase de démonstration avec des projets avec la Poste, avec les Kangous et de hydrogène de Symbio, avec les Mobipost, qui étaient des petits véhicules quadricycles lourds totalement développés en région. Et, oui, il y a eu une phase de véhicules hydrogène appartenant à l'État qui était abandonnée. Et alors, c'était des véhicules tests, il y en avait 2 x 5, notamment pour alimenter des dépôts de distribution de colis et de courriers de la Poste, en région Bourgogne-Franche-Comté, en Franche-Comté en l'occurrence à l'époque. Et en fait, Renault avait à l'époque décidé que non, il resterait seulement sur les batteries. On voit qu'aujourd'hui, notamment avec la JV Ivia qu'ils ont fait avec Plug Power, ils sont en train de revoir leur stratégie vers aussi l'hydrogène, parce que on a une vision qui dit que l'hydrogène ne supplante pas les batteries ou l'inverse. Effectivement, il y a besoin de petites batteries pour améliorer. C'est même pas améliorer le fonctionnement, c'est la pile en elle-même, il faut la chauffer, il faut la démarrer, et puis après, effectivement, si on veut augmenter sa durée de vie, il faut lisser un peu sa puissance. Alors, on a fait ces démonstrations et par la suite, on a voulu, en 2016, candidater à Territoire Hydrogène, qui était un AMI lancé par l'État. Et là, on a été retenu on avait notamment 7 projets, des projets structurants, dont l'Institut du stockage de l'hydrogène, qui est également installé à Belfort pour tester les réservoirs très haute pression avec des infrastructures importantes, puisque ça permet du cyclage, de l'explosion, la perméation à tester, et ça qualifie et certifie ces réservoirs. Et effectivement, puis on revient à la mobilité lourde notamment, Forestia, la branche qui fabrique ces réservoirs, va certifier ces réservoirs à l'ISTI, l'Institut du stockage de l'hydrogène. Forestia qui est le fournisseur des 1600 camions Hyundai qui vont être déployés en Suisse pour la COP, donc une chaîne de supermarchés suisses. On ne se focalise pas exclusivement sur la mobilité lourde. On va à la fois sur des projets structurants, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des retombées économiques, au-delà d'accompagner la transition écologique et énergétique. On veut des retombées économiques pour les entreprises du territoire, dont l'entreprise Gossin, Forestia, j'ai parlé de l'Institut du stockage de l'hydrogène, également des entreprises comme le H26, pour hydrogène, système, intégration des systèmes, qui propose des systèmes de secours autonomes jusqu'à 100 kW, donc qui peut effectivement accompagner des projets off-grid. Voilà. Mais donc, la région met des sous, la région fait de l'ingénierie financière, fait de l'ingénierie tout court. Comment elle aide les entreprises? Elle aide les entreprises en coordination avec la stratégie nationale aussi. Je suis déléguée France Hydrogène pour justement coordonner les 2 stratégies. Mais vous avez quand même un appui fort de la région, puisque à l'époque où l'État mettait 100 millions d'euros avec le plan Nicolas Hulot sur l'hydrogène, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis 100 millions d'euros. Depuis, on est passé aux 7 milliards. Oui, comment vous expliquez ce miracle, Nathalie? 100 millions à 7 milliards, tout d'un coup, l'illumination a visité Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qui lui a tenu la lampe? Je pense qu'il suffisait de regarder ce qui se passait dans le monde, tout simplement.
Alors. Donc en fait, il y a eu vraiment aussi ce problème. Ça a été accéléré par la crise Covid, puisqu'on s'est rendu compte à ce moment-là que le fait de ne... Bon, c'était pas forcément une bonne chose, l'économie était à l'arrêt, mais les gens ont aussi regardé ce qui se passait quand on n'émettait plus trop de CO2. Et il y avait la solution, c'était l'hydrogène, avec les autres solutions de mobilité propres. Mais surtout, je pense qu'il y a eu des pays, notamment c'est venu d'Asie, Corée, Japon, où ils ont commencé par apporter des solutions sur le territoire européen, et sur les autres pays d'ailleurs, et la Chine elle-même a décidé de se lancer fortement dans l'hydrogène, avec des chaînes de fabrication d'électrolyseurs, de véhicules hydrogène. Et voilà, donc il suffisait de regarder et de se dire il faut qu'on en soit. D'ailleurs, il y a eu tous les pays d'Europe notamment qui ont lancé des plans hydrogène. Et il y a eu ces fameux PIEC, le plan européen, projet européen important d'intérêt commun, IPCEI en anglais. La France a mis 7 milliards, l'Allemagne a mis 7 milliards, le Portugal a mis 7 milliards. Bon, tout le monde a mis 7 milliards. Voilà. Mais avec des sacrés objectifs. On veut passer en puissance installée d'électrolyseurs de 5 MW à 6,5 gigawatts. C'est-à-dire à peu près, je ne sais pas combien ça représente en termes de centrales nucléaires. On doit être à 6 centrales nucléaires. Je crois que c'est ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si on veut... il y avait eu des stratégies dans différents pays, notamment l'Allemagne, qui disaient... parce qu'ils avaient BMW qui se mettait sur des véhicules hydrogène dès 2015. Je suis montée dedans, donc il y avait une voiture qui circulait complètement à l'hydrogène, mais qui était encore un prototype. Ils vont sortir la nouvelle version l'année prochaine. En Allemagne, ils avaient aussi les fabricants de stations. Donc ils ont dit on va mailler le territoire avec des stations, on a les constructeurs qui arrivent, et puis ça n'a pas marché en fait, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait cette production verte d'hydrogène, sinon on ne fait que déplacer le problème. On va y venir. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est déployer à la fois les solutions de mobilité, mais pas que, et à la fois les productions d'hydrogène. Et c'est là qu'interviennent les 6 gigawatts. Si vous n'avez pas la capacité d'électrolyse, qui est une des façons notamment importantes, avec, il y a le nucléaire aussi pour le bas carbone, mais l'électrolyse permet de notamment s'approvisionner à partir des ENR, et vous avez de l'hydrogène vert, et l'État veut effectivement ces 6 gigawatts pour être autonome en termes de consommation. Donc c'est gigawatts de puissance installée d'électrolyse à 2030, sur la décennie qui vient. Oui, tout en baissant le nucléaire, tout en attendant encore les éoliennes, notamment les éoliennes offshore. Enfin, la stratégie de l'État, on a du mal à la comprendre. Amaury Vaux-120, Justy, vous êtes le responsable du pôle ingénierie de Justy. Vous conseillez les entreprises sur cette question spécifique de l'hydrogène. C'est devenu, je suppose, nettement moins compliqué qu'avant. Je vous demanderai de parler pas trop vite, parce qu'il y a toujours un problème de son à distance. On vous écoute. Merci. Oui, alors en effet, en tant que bureau d'études, on accompagne les collectivités. Excusez-moi, est-ce qu'on peut monter le son de Monsieur Vaux-120, s'il vous plaît? Attendez, il faudrait du son en retour. Allez-y, Amaury. Ok, je recommence, dites-moi si c'est bon. Merci. Donc aujourd'hui, Justy accompagne les collectivités et des entreprises privées, en effet, dans une logique de mise en place de projets hydrogène, avec toujours une approche qu'on appelle une approche écosystémique. Ce qui est un petit peu un nouveau paradigme dans l'hydrogène. Vous connaissez bien le dilemme de l'œuf et de la poule. Nathalie vient d'en reparler, et toujours d'avoir cette logique de dire, aujourd'hui, si on veut mettre en place un projet hydrogène sur son territoire, il faut avoir une approche qui va partir vraiment des énergies. La plupart du temps, si on peut partir des énergies du territoire, c'est encore plus fort. Après, d'avoir une production d'hydrogène qui est associée, une distribution, et finalement aller aux usages. Donc c'est vraiment aussi la première fois qu'on a ce changement de paradigme de dire on va rationaliser l'énergie, puisque aujourd'hui on est vraiment dans un système où dès le moment où on appuie sur la prise, l'énergie sort, on va à la pompe, il y a toujours de l'énergie. Là, on essaie d'avoir un système qui est vraiment différent. Donc le rôle de Justy, c'est vraiment d'être capable aujourd'hui d'accompagner les collectivités ou des entreprises dans la mise en place de ces projets. Donc on est capable d'intervenir de la feuille blanche à la mise en place plus concrète des projets. Et qu'est-ce que vous leur dites aux collectivités, aux entreprises encore un peu réticentes qui vous sortent la vidéo du Hindenburg en vous disant mais non, ça explose, le rendement énergétique n'est pas bon, ça coûte très cher au kilo d'hydrogène? Vous leur dites quoi pour les rassurer sur l'avenir et sur la faisabilité économique de cette affaire? Alors, il y a 3 points intéressants dans ce que vous dites. Le premier, la sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la sécurité n'est pas un thème qui est encore très, très prenant dans la tête des gens. Alors, tout le monde a cette image, en effet,
du Zeppelin de l'époque. Par contre, dans les faits, aujourd'hui, les gens sont plutôt rassurés dans les enquêtes sociologiques qu'ont mené la filière. On se rend compte que les gens n'ont pas une peur, je veux dire, une peur bleue de l'hydrogène. Ils sont capables tout à fait de passer à cette nouvelle technologie. Au niveau technologique et surtout financière, parce que c'est vraiment un des enjeux qui est fort, aujourd'hui, notre rôle, nous, n'est pas de... Alors, on a forcément un certain amour pour l'hydrogène autour de la table, néanmoins, on essaie aussi d'être dans une approche pragmatique et réaliste, c'est-à-dire que malheureusement, ou pas d'ailleurs, mais l'hydrogène ne va pas, je veux dire, sauver la planète si on continue tel quel. Donc, on est toujours obligé de rentrer dans une logique aussi de sobriété. Et l'hydrogène n'est pas faite pour être sur l'intégralité des pans. On n'est pas du tout là pour opposer batterie et hydrogène. On n'est pas là pour opposer le biogène V à l'hydrogène. Et on pense que demain, au même titre qu'on a un mix énergétique aujourd'hui de production d'énergie, on aura un mix de mobilité où chaque usage trouvera la meilleure énergie qui lui est propre. Après, il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, l'hydrogène reste très onéreux et les premières collectivités ou industriels qui basculent à l'hydrogène sont conscients de ce surcoût parce qu'on est obligé aussi d'un moment d'amorcer la pompe et c'est ça qui coûte cher. Donc, on a toujours cette logique en effet d'écosystème. On va intervenir sur production, distribution, usage, mais c'est toujours le premier pas qui est le plus compliqué à passer. C'est pour ça que l'État a mis en place des aides, dont les 7,2 milliards dont parlait Nathalie tout à l'heure, qui permettent en fait de démarrer des projets et demain de les faire surtout passer à l'échelle. Parce que plus les installations seront importantes, plus on fabriquera de véhicules, etc., plus on va avoir des gains pour essayer de venir sur des prix standards. Ce que vous dites, Amaury Vaux-120, c'est que voilà, l'hydrogène, c'est pas plus le Saint Graal que ne l'avait été le nucléaire, qu'avoir un camion hydrogène qui part à moitié plein et qui revient totalement vide, ça n'a pas de sens. Autant rester sur un camion normal. C'est un peu ça ce que vous dites. Je rappelle qu'il faut rationaliser les choses. Aujourd'hui, vous en avez parlé, on est aussi dans une logique où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir énergétique du pays, que quid du nucléaire, les énergies renouvelables qui ont un peu du mal à avancer, etc. Donc, on se rend bien compte que la solution où on consomme tout en surabondance, dans tous les cas, n'est pas la bonne. Mais là, on reste vraiment sur le bon sens. Par contre, c'est en effet une logique de rationalisation et de dire, voilà, l'exemple que vous preniez est très bon, comment est-ce qu'on est capable de mutualiser des usages et de faire en sorte d'avoir un usage, je veux dire, plutôt intelligent d'énergie. La logique de rationalisation, on avait parlé au téléphone, j'en avais parlé avec Nathalie, qui est à l'œuvre à Dijon avec les bennes ordures ménagères à hydrogène, qui vont être alimentées par d'hydrogène produit localement, un hydrogène qui auparavant était, comme on dit, fatal. Alors, qui aujourd'hui n'était pas l'idée aujourd'hui, c'est de réutiliser une énergie qu'on a sur le territoire, puisque aujourd'hui, les déchets, c'est un véritable problème. Hein. Donc, la vraie bonne solution, c'est toujours de tendre à la réduction des déchets, de les valoriser comme on peut, de manière organique ou pas. Par contre, on aura toujours aujourd'hui des déchets, au moins sur la prochaine décennie, si ce n'est malheureusement les suivantes. Donc, il faut bien les traiter, ces déchets. Donc, une des solutions que tout le monde a mis en place il y a quelques années, c'est des incinérateurs. Et on a eu au moins une intelligence quand même de venir récupérer la chaleur et qui associe une turbine pour produire de l'électricité. Donc aujourd'hui, la chaleur a longtemps été non valorisée. Maintenant, on a mis en place des réseaux de chauffage urbain qui permettent de l'utiliser au mieux. On a une électricité et jusqu'à présent, l'électricité était, je veux dire, bêtement injectée sur le réseau et on ne se souciait pas où plutôt l'électron allait aller. Maintenant, on est sur aussi ce nouveau changement de paradigme où on s'intéresse à l'énergie, à la suivre et à la tracer. D'où cette idée de dire, voilà, aujourd'hui, les bennes à ordures ménagères ramènent les déchets, les déjeuners. Ils sont incinérés, donc on produit de la chaleur, de l'énergie, et du coup, on va être capable de récupérer cette électricité pour l'électrolyser, produire de l'hydrogène sur site et alimenter ces mêmes camions qui ramènent les déchets. Ça fait pas un rendement énergétique très élevé, ça, quand même, hein, entre le déchet, l'énergie potentielle du déchet et l'hydrogène produit. Alors non, la chaîne énergétique est globalement assez mauvaise, mais comme finalement n'importe quelle chaîne énergétique, on ne s'est jamais posé la question d'un rendement de moteur thermique qui est autour de 40%, quid de l'extraction, du fait de faire venir de l'énergie de l'autre bout du monde, du Moyen-Orient et autres. Finalement, on est sur une énergie grise, au global, peu importe la chaîne qu'on regarde, qui est relativement mauvaise. Même le nucléaire, on est sur des alternateurs qui ont aussi des rendements autour de 40%. Donc on est toujours sur un rendement de l'énergie qui est assez mauvais finalement. Donc l'hydrogène, en effet, n'est pas cette solution qui va venir avoir un super rendement. Les rares choses qui ont des bons rendements, c'est des systèmes de turbinage-pompage pour de l'hydroélectricité, des batteries ou des choses comme ça.
Par contre, aujourd'hui, on était bien sur une énergie qui était perdue et en l'occurrence avec des déchets qui embêtent tout le monde. Donc c'est une sorte de valorisation qui est plutôt intéressante plutôt que de perdre cette énergie. Une forme d'économie circulaire finalement. Lionel Berthu, ça doit vous plaire ça. À Illico, vous proposez carrément du carbone négatif en utilisant notamment la biomasse. Expliquez-nous ça. Oui, bonjour à tous. Donc, nous proposons une solution de décarbonation du transport routier de marchandises et particulièrement le transport lourd. Et Illico a fait le choix de technologies de rupture, hein, et on a parlé des engagements de réduction des émissions de CO2, mais on sait que pour tenir les objectifs, il va falloir à la fois trouver des solutions qui réduisent les émissions de CO2, mais il va falloir séquestrer en plus du CO2. Donc chez Illico, c'est une avant-première sur la SITL, donc on est la première plateforme de mobilité pour le transport lourd. On propose des véhicules à hydrogène, donc le bon terme, ça a été expliqué, c'est des véhicules hybrides électriques hydrogène. Et nous, on a fait le choix de produire localement, avec de l'économie circulaire, de l'hydrogène que l'on qualifie de super vert, donc c'est une appellation, je le dis tout de suite pour les scientifiques, marketing. Voisin. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une appellation marketing. Merci. Et donc on prend de la biomasse lineuse, c'est-à-dire qu'on prend des déchets de bois. Exactement, des déchets de bois pour donner une image plus facile. Lorsque vous coupez un arbre, eh bien, toute la partie branche, écorce ne sont pas valorisées. Si, on peut faire des plaquettes avec. Alors ben voilà. Des granulés de bois. Eh ben voilà. Donc la plaquette, c'est de la biomasse. On ne peut pas le valoriser pour faire du meuble, pour faire tous les usages que l'on connaît. Eh bien nous, aujourd'hui, notre procédé avec nos différents partenaires, on rentre de la biomasse. On travaille sur de la pyrolyse. Donc j'ai entendu parler, et je me tourne vers vous, Madame Locke, beaucoup d'électrolyseurs. Nous ne sommes pas cités aujourd'hui dans les référentiels en termes de technologie. Ça a été référencé, mais on est rarement cité. Donc on profite de la résonance des SITL pour en parler. Donc on met de la biomasse, on chauffe cette biomasse. Donc cette biomasse, on a parlé de chaleur, elle va produire une chaleur qui va être finalement réutilisée sur place pour chauffer au fur et à mesure. Et au bout de cette boîte, on va sortir deux produits, donc l'hydrogène qualité mobilité, et puis un coproduit qui s'appelle le biochar. Alors le biochar, c'est quoi? Le biochar, c'est finalement un charbon végétal, hein, pour donner un terme. Donc c'est des produits qui sont connus aux États-Unis, en Europe du Nord, en Australie. Et la propriété de ce biochar, c'est qu'il va séquestrer Du carbone. sur plusieurs centaines d'années 50% du CO2 contenu dans la biomasse à l'entrée. Et donc, quand on fait le bilan de toute cette production locale, sur place, circulaire, sur la station de distribution, eh bien, on ne va pas avoir d'électrolyseur, on va vraiment sauter cette étape-là. On ne va pas avoir besoin, alors si on a besoin d'un petit peu de gaz ou d'électricité pour allumer. Un petit peu quand même, c'est 1000 degrés. Hein, exactement, la pyrolyse. entre 500 et 1000 degrés. Mais après, on récupère cette chaleur et ça s'auto-alimente. Et le biochar, nous, aujourd'hui, on a une filière pour le valoriser. Et dans le monde agricole, puisque ça va servir comme fertilisant, notamment sur le monde agricole. Et sa porosité permet pour le monde agricole ou horticole finalement de moins utiliser de fertilisants et de moins arroser et moins utiliser d'eau. Si on consomme beaucoup d'hydrogène d'ailleurs, les fertilisants. Exactement, c'est une des applications de l'hydrogène. Donc nous avons fait le choix de technologies de rupture parce que nous sommes convaincus que pour tenir les engagements, on a besoin de deux choses. Et ça, le gouvernement l'a rappelé, il va falloir réduire les émissions et séquestrer. Mais de l'autre côté, on a tous, dans l'écosystème de l'hydrogène ou même de l'électrique batterie, et en tout cas pour la mobilité, une problématique de TCO, de coût global.
Et dans notre position sur cette plateforme de mobilité, finalement, avec ce bilan carbone négatif, et je le redis, surtout, c'est une position marketing, le biochar est référencé, ça c'est scientifique, c'est certifié, eh bien ça permet de mettre 3 fois moins de véhicules pour atteindre la neutralité carbone. Donc vraiment ça c'est intéressant, c'est-à-dire vous mettez un véhicule à hélico qui roule avec l'hydrogène super vert, ça va compenser les émissions du véhicule remplacé, comme tout véhicule à pile à combustible ou électrique. Et puis du fait du bilan carbone de notre hydrogène, eh bien, ça va en compenser les émissions de 1,5 supplémentaires. Donc on voit tout de suite que sur des nouvelles technologies qui sont nettement plus chères aujourd'hui parce que on démarre, il n'y a pas l'effet de masse que le diesel, pour citer le diesel, eh bien on va aller accélérer à la fois la décarbonation et on va réduire plus rapidement le gap de TCO pour les logisticiens et les transporteurs. Mais avec tout ça, vous êtes fabricant de camions, vous êtes agrégateur d'entreprises, vous êtes fournisseur d'énergie, vous êtes quoi, Hélico, en fait? Alors finalement, sous le terme de mobilité, il y a les 3 termes que vous venez de donner. Nos partenaires constructeurs aujourd'hui ont des gammes assez larges, ont un mix d'énergie important, mais à Hélico, pour nous, ce qui est important, c'est d'accélérer sur le marché et c'est accélérer la décarbonation. Et donc, nos investisseurs avaient finalement investi depuis longtemps dans des technologies et on est allé voir des constructeurs pour leur dire, nous, on est prêts avec des partenaires sur la pile à combustible, avec des partenaires de l'ingénierie, si on peut, dès début 2023, mettre à la route des véhicules pile à combustible. Et puis côté station, même principe, on sait que c'est consommateur de CAPEX, on sait que c'est compliqué finalement, tant qu'il n'y a pas de parc circulant, on ne peut pas mettre de station. Finalement, quand il n'y a pas de station, il n'y a pas de parc circulant. Eh bien nous, comme vous l'avez dit, on a agrégé tout ça et on a dit, on arrive, on peut aller dans n'importe... Alors on a une ambition européenne, on démarre par la France, mais on peut aller dans n'importe quel endroit où il y a de la biomasse et c'est vraiment pas un problème en France. À partir de 20 camions autour de la station, pour nous, on est capable d'ouvrir cette station. Et j'entendais parler de pression tout à l'heure, donc nous on travaille sur le 700 bars. Là aussi, un petit appel aux législateurs, harmonisez s'il vous plaît les pressions, les débits. Il y a des professionnels de la distribution qui sont sur ce salon, écoutez-les pour qu'on arrive ensemble dans l'écosystème à aller beaucoup plus vite pour décarboner. Merci. Gilles Doat, chef de projet EVE à EcoCO2. L'hydrogène, c'est une solution idéale ou c'est une solution parmi les autres dans la décarbonation du transport et de la logistique? Bonjour. Donc effectivement, oui, c'est vrai. Le programme EVE est un programme porté par l'ADEME pour accélérer, déployer la stratégie nationale bas carbone dans le secteur du transport et de la logistique. Alors l'hydrogène est-il la solution? Est-il une solution? En fait, je vais peut-être apporter si vous me le permettez, un point de vue légèrement alternatif à tous ces sujets ici. C'est vrai qu'on parle beaucoup depuis quelques années de transition énergétique. On parle beaucoup ici de carburant et de se dire quelles sont les solutions pour remplacer un carburant et en mettre un autre. Alors, juste pour avoir bien dans l'idée, dans l'histoire industrielle aujourd'hui au niveau mondial, il faut bien avoir en tête qu'aucune nouvelle énergie n'a remplacé les énergies existantes. Le terme transition énergétique est impropre en fait. Donc le terme effectivement transition énergétique que l'on pourrait appliquer au développement du nucléaire, que l'on aurait pu appliquer auparavant au développement du pétrole 100 ans avant, ou au développement du gaz aussi. Finalement, on s'aperçoit que la transition ne fait pas le remplacer, mais développe une nouvelle énergie qui permet d'accroître la consommation. Donc en termes de transition, jusqu'à maintenant en tout cas, ça n'a pas apporté ses fruits. Donc en fait, la question vraiment, c'est de se poser la question, de se dire, moi je préfère parler en fait aujourd'hui
dans l'écosystème actuel de tout ce que l'on parle, je préfère parler d'une révolution énergétique plutôt que d'une transition énergétique. Pourquoi une révolution? Parce qu'il va falloir essayer de modifier nos modes de pensée, modifier les comportements, modifier les habitudes. Et les sujets énergétiques dont on parle ne sont pas que des sujets technologiques. Certes, il y a les enjeux technologiques, mais ça n'est pas que ça. Ne nous leurrons pas, l'hydrogène ou le bio-GNV ou d'autres énergies ne seront pas la solution. Certes, ça peut être des sujets intéressants à développer, à accélérer, mais il faut voir qu'il y a tout un autre écosystème derrière, il y a tout un autre système de pensée à avoir derrière. Aujourd'hui, mais ça a été abordé et également de manière marginale sur certains sujets, de se dire par exemple, est-il pertinent de continuer à faire rouler un véhicule à moitié vide dans un sens et complètement vide dans l'autre, quelle que soit l'énergie utilisée. Amaury parlait aussi de toute la partie réduction des déchets. Effectivement, c'est une question à se poser. On a tout un écosystème qui se développe autour de la valorisation des déchets. Mais est-ce que du coup on se dit il vaut mieux pas réduire les déchets, sinon on risque d'assécher cet écosystème par rapport à ça? Bon, Lionel, tu parlais aussi de la partie valorisation du bois, valorisation de ce genre de choses. En fait, sachant aussi qu'un arbre tout seul dans la forêt qui s'abat se décompose de lui-même, il valorise lui-même la biodiversité, les sols. Alors certes, il n'y a pas de valorisation humaine sur le sujet, donc on n'en retire rien, mais enfin, si ce n'est un enrichissement de la biodiversité. Le programme EVE est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Je voudrais appuyer sur le deuxième terme, qui sont les économies. Et effectivement, on le retrouve un petit peu, hein, chacun ici, on parle un petit peu de ça, mais je voudrais vraiment faire un focus sur ce point-là. Aujourd'hui, certes, il y a des enjeux techniques, certes, il y a des enjeux économiques, mais il y a surtout des enjeux de comportement qui ne touchent pas exclusivement les transporteurs, qui ne touchent pas exclusivement leurs clients, leurs donneurs d'ordre, qui touchent la société entière. Il est clair que tant qu'on continuera, nous, consommateurs, à acheter différents produits dont on a besoin ou pas, il y aura toujours besoin d'un industriel pour les fabriquer, alors sauf si on sait les fabriquer soi-même hein, dans son garage. Mais sinon, il y aura besoin d'un industriel pour les fabriquer, il y aura besoin d'un transporteur pour les acheminer. Donc on alimente un petit peu tout ce sujet par rapport à ça. Et c'est là-dessus justement que le programme de l'ADEME met l'accent. Le focus sur la partie accompagnement des entreprises. Alors c'est un accompagnement horizontal qui permet effectivement aussi de se poser la question de l'énergie qu'on utilise, mais qui va également poser la question de l'utilisation qui en est faite. Comment est-ce qu'un transporteur peut arriver à optimiser ses véhicules, optimiser son chargement? Je discutais il y a quelques temps de ça avec des collectivités sur la partie logistique urbaine, et une des questions qui m'a été posée à une époque, c'était de se dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer les camions en ville qui sont source de pollution, etc. Mais j'ai dit, ne supprimez pas les camions en ville, sinon vous allez avoir un centre-ville qui va mourir. Donc maintenant, on passe à un autre sujet, de se dire comment contribuer à avoir un centre-ville, mais qui soit sain. Alors là-dessus, on va parler également des polluants, on va parler des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un peu toute cette réflexion à avoir, de se dire, on a besoin de certains sujets, comment arriver à travailler, à organiser ça. Un transporteur seul ne résoudra pas la question, ne trouvera pas la solution, juste si, un, il est seul, et deux, si il met tous ses véhicules à l'hydrogène. D'abord parce que seul, il n'arrivera pas à passer tous ses véhicules à l'hydrogène, il faut qu'il soit accompagné, je ne parle pas forcément de subvention, mais en tout cas qui ait également tout son écosystème, dans sa supply chain, qui participe au sujet, que ce soit ses donneurs d'ordre, que ce soit ses prestataires, et ainsi de suite. Un transporteur seul doit agir en partenariat avec son industriel, avec ses chargeurs, et l'industriel lui-même doit arriver également à convaincre le consommateur. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaie de développer, en tout cas, avec ce programme. C'est toujours le même problème. Le transporteur veut bien faire des efforts, mais en pied de facture, la hausse inévitable, qu'il devrait appliquer sur son prix au kilomètre ou à la marchandise transportée, le chargeur ne veut pas toujours le prendre en charge. On n'en sort pas de qui de l'œuf ou de la poule, finalement? Si, on en sort.
on peut en sortir justement parce que c'est l'idée justement, c'est cette notion partenariat. C'est la notion de se dire aujourd'hui, une entreprise qui s'engage dans le programme EV, une entreprise de transport qui s'engage dans le programme EV n'est pas seule, parce que ce programme s'adresse également à des chargeurs. Donc grâce à cette entreprise, on va pouvoir toucher ses donneurs d'ordre, ses clients, et les engager là-dedans aussi. Il est clair que le sujet pour le transporteur, ça va peut-être être de passer à une énergie alternative, ça va peut-être être de changer également ses horaires d'enlèvement, ses horaires de passage, ses horaires de livraison de trucs. Ça va être d'essayer de grouper, de mutualiser, mais forcément ça va avoir un impact sur ça. Si le chargeur n'est pas impliqué, il n'y arrivera pas. Donc certes, s'il est tout seul à vouloir réfléchir à ce sujet, je suis d'accord avec vous, il n'y arrivera pas parce qu'il y a une question coût, il y a une question organisation, et quelque part, il est en concurrence avec d'autres transporteurs qui, eux, ne vont pas forcément se poser ce genre de questions. Par contre, si le chargeur qui s'engage dans le programme, qui est également avec le dispositif FRED 21, s'engage dans le programme et certifie qu'en fait, il va travailler avec des transporteurs engagés dans objectif CO2 et également, quelque part, on commence à avoir un écosystème. Et c'est des choses que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, justement, ces notions partenariales. Avant le programme EV, on avait les dispositifs séparés et chacun avançait de manière séparément. Aujourd'hui, on voit la transition, justement cette transition, cette révolution qui s'opère en fait, de se dire, on trouve des chargeurs qui sont intéressés par le sujet carburant alternatif, dont l'hydrogène, on trouve des transporteurs qui s'intéressent à ça et ensemble, ils arrivent à construire des solutions ensemble, ils arrivent à mettre en œuvre différentes choses. On parlait également du fluvial, qui est aujourd'hui malheureusement pas encore assez développé. Et également, je dis malheureusement parce qu'à nouveau, je parle pas forcément du fluvial électrique, mais simplement, c'est une question de massification. À une époque, pour citer un de nos grands industriels, Renault, à Gennevilliers, livrait son usine de Flins par le fleuve, et ensuite, derrière, les barges fluviales récupéraient toutes les voitures, montaient, les amenaient au Havre. Aujourd'hui, toutes ces barges fluviales qui transportaient des centaines de voitures en même temps, aujourd'hui, n'existent plus. Tout passe par la route aussi. Il y a toute une réflexion, en fait, à se reposer sur tous ces sujets. L'hydrogène, certes, peut être une solution, mais il faut réfléchir de manière globale à tout ce qu'il y a à côté. Effectivement, vous parlez du fluvial. Le fluvial, tout le monde se penche dessus à nouveau, semble le redécouvrir. Et en même temps, les villes disent, oui, mais c'est bien joli, mais votre péniche, là, ça va me faire l'équivalent de 40 camions à quai. Donc, oui, la solution hydrogène. Mais du coup, monsieur Labelli, sur la question des prix, vous avez pu obtenir des chargeurs qui payent un peu plus cher que si vous n'étiez pas à l'hydrogène. Comment ça s'est passé ? La question économique est reste le nerf de la guerre, hein, très clairement. La situation est difficile et d'autant plus difficile pour ceux qui sont un peu en avance. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive effectivement à développer ces applications innovantes, que ce soit de l'hydrogène ou autre chose d'ailleurs, hein, parce qu'on dispose de financements importants, alors financements européens, financements nationaux, financements de l'ADEME, financements régionaux, enfin voilà. On arrive à mener ces projets, à faire en sorte qu'on ait des surcoûts qui soient acceptables. Reste toujours un engagement fort du transporteur ou du porteur de projet, hein, c'est le cas pour notre groupe et notre président qui décide effectivement d'engager plusieurs centaines ou millions d'euros à fond perdu. Maintenant, quand il s'agit de vendre cette technologie-là, ce surcoût, indépendamment de tout financement, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué pour les chargeurs. Les chargeurs et nos clients sont tous d'extrême bonne volonté, mais ils ont tous aussi un bilan comptable à satisfaire et à garder. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour les premiers, c'est toujours compliqué. On a, quand on vend ces solutions-là, hydrogène ou autres, hein, peu importe, nos chers clients nous disent « Mais oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, une solution routière ou ferroviaire me coûte tant. » Leur image, ils font de l'hydro-washing, qui est un super greenwashing avec votre bateau. Ils améliorent leur image, certes. Ils améliorent le sujet environnemental, certes, mais beaucoup de choses aujourd'hui ne sont pas valorisées. Ce sont les fameux coûts externes des transports qui ne sont pas, qu'on n'a pas réinternalisés, hein, dans le coût de transport. Aujourd'hui, c'est la société qui les paye, c'est vous et moi, voilà, dans nos impôts. Tant qu'on n'aura pas mis ça dans le coût de transport, on aura du mal en fait à valoriser le report modal. Le surcoût lié au
technologies, il est difficile à vendre quand votre client se compare par rapport à une solution qui est souvent la route, faut le dire, parce que souvent il compare par rapport à la route aujourd'hui. Il ne compare pas à un mode de transport routier qui sera décarboné lui aussi, c'est-à-dire soit électrique, soit hydrogène, soit quelque chose qu'on n'a pas encore inventé. Déjà, si on arrive à se projeter un petit peu dans l'avenir, à faire cette comparaison de notre solution hydrogène aujourd'hui avec un camion qui sera très vert dans 4-5 ans, le bilan économique est déjà plus facile. Mais vous et nous, ce bilan économique, on doit quand même à un moment le garder. Hein. C'est un savant équilibre entre notre volonté d'avancer, de réduire notre impact environnemental et la nécessité de pouvoir payer nos charges, nos salariés qui travaillent pour ce développement et de faire en sorte que l'entreprise soit rentable. C'est pas antithétique. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'écologie si la société n'est pas rentable. Ça ne marche pas. Voilà. C'est sûr. Puis de toute façon, dans la batellerie, vous subirez toujours les coûts de manutention plus importants que par rapport à la manutention sur le routier. Et puis, vous l'avez dit sans le dire, hein, les coûts externes qui ne sont pas pris en charge, autrement dit, vive la taxe carbone. On est d'accord là-dessus ? Probablement pas tout le monde, mais effectivement, le transport fluvial, mon voisin à l'extrême droite l'a dit, hein, on est un transport de masse qui nécessite des ruptures de charge. Ces ruptures de charge-là, elles s'amortissent sur le volume, il n'y a pas de souci. La difficulté, quand on passe sur de la logistique urbaine, par exemple, on a des petites quantités, des petits lots, c'est plus difficile à amortir, mais on est capable aussi de réduire considérablement le nombre de camions qui desservent les centres-villes à travers des solutions de logistique fluviale ou autre. A fortiori, si elles sont décarbonées, et bien dans ce cas-là, la boucle est bouclée. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs ? J'arrive. Je vous demanderai juste de vous présenter. Oui, bonjour, Nicolas Bourg, président de Atelier Europe et ancien directeur des Légions européennes de One Gap de France. Je pense que la question que vous abordez est centrale. Moi, j'étais un petit peu surpris d'entendre lundi certains disant que l'hydrogène, c'est pour après-demain. Je pense que c'est pour aujourd'hui, vous le faites. La question du coût, je voudrais revenir dessus parce qu'elle est complètement centrale. Sur l'hydrogène fatal, on est peut-être autour d'1 euro. Hein. Pour le cas du fluvial, et pour reprendre ce que disait Steve Labelli, il faudrait qu'on arrive entre 2 et 3 euros du kilo, hein, pour être au même prix que le gasoil. Aujourd'hui, on n'y est pas sur de l'hydrogène, je dirais par électrolyse. Hein, on peut peut-être descendre à 8-9. Aujourd'hui, le coût très important de l'hydrogène, et surtout ceux qui utilisent des bouteilles, en fait des conteneurs de bouteilles, on transporte de l'acier qui est lourd et on transporte ça sur des distances. Aujourd'hui, dans le coût de l'hydrogène en bouteille, la moitié du coût, c'est le transport. Donc ma question, c'est comment faire des stations d'hydrogène avec peut-être des petits réservoirs, pas trop grands, à bord des bateaux, pour ne pas transporter des bouteilles. Et 2, je dirais comment mutualiser suffisamment sur un certain nombre de points cette production d'hydrogène et cette consommation d'hydrogène à l'endroit de production. Merci. Qui veut répondre ? Écoutez, juste un point. D'abord, l'ensemble des initiatives qui sont prises sur le report modal, j'allais dire, il faut absolument pas c'est pas à remettre en cause, c'est à amplifier, c'est complémentaire et il faut y aller. Pour vous répondre la filière logistique et transport, depuis des années, y travaille. C'est nous, consommateurs, de temps en temps, avec notre impatience pour être livrés, qui finalement démultiplions des solutions véhicules. Mais c'est vraiment ce point-là. Pour vous répondre à votre remarque, et vous avez raison de le dire, dans le transport, quand on transporte de l'hydrogène, on transporte quelque chose de très léger, et du coup on émet là-dessus. Alors nous, et moi je me positionne que pour Helico évidemment, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que dans notre business model, on source la biomasse à 100 km. C'est-à-dire que c'est dans notre cahier des charges, c'est certifié, c'est de la biomasse certifiée, et vous savez que l'ADEME considère cette ressource-là comme neutre en carbone. Donc première chose, on est à 100 km. Deuxième chose, on est exactement dans le modèle que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a des petites unités. Alors nous, on vise des stations qui vont démarrer pour le poids lourd à 800 kg jour.
Pour vous donner un ordre d'idée, un camion 44 tonnes, puisque pour nous l'hydrogène n'a du sens que quand il y a besoin de charge utile et de puissance et d'autonomie. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va consommer entre 8 et 10 kilos. Donc on voit tout de suite... L'essence, c'est quoi? Si on divise par 6? Alors, on ne peut pas tout à fait faire ce... Je vais vous donner une estimation. On ne peut pas tout faire en valeur énergétique, c'est souvent la conversion qui est faite. Faites une réponse courte. Voilà, l'équivalent, c'est 30-32 litres. Les scientifiques, je suis prêt à en discuter avec eux, mais c'est pour donner un ordre d'idée aujourd'hui, parce qu'on passe par une pile à combustible et pas par un moteur thermique. Donc nous, effectivement, on produit localement, sur place, on décarbone localement, on évite d'amener de l'électricité, on ne fait pas du décentralisé, et effectivement, on va arriver dans ce que vous dites, une proximité pour l'utilisateur et une proximité de production, qui est vraiment notre business model. Et effectivement, on a l'ambition d'être très compétitif sur la mobilité lourde en termes de coût de l'hydrogène. Nathalie, vous avez soulevé le micro. Et Amaury, vous avez acquiescé. Faut lever la main, Amaury, si vous voulez la parole, sinon je ne vous vois pas. Réponse courte, je vous demande, parce que voilà, le temps passe. Allez. Oui, le temps passe et je pense que je voudrais aborder des sujets. Et je suis d'accord globalement avec tout ce qui a été dit, puisqu'en fait, l'hydrogène, c'est ce qu'on dit, c'est un changement, alors le mot à la mode, de paradigme. C'est-à-dire que des gens qui ne fabriquaient pas d'électricité finalement vont s'y mettre. On est dans une économie qui va vers la fonctionnalité. Je donne un exemple. Vous avez APRR, les autoroutes Paris-Rhône, qui ont un projet avec les stations qu'ils ont appelées Fully, avec HY à la fin, je crois, c'est pas un hasard, qui va pouvoir à son tour distribuer directement des carburants de toutes sortes, dont l'hydrogène à terme. Donc on voit que c'est en train de changer. Il n'y a pas seulement, j'allais dire, Engie pour le gaz, EDF pour l'électricité, etc. Et ça bouleverse. Et en plus, il y a des logiques qui sont mondiales. Alors c'est ça dessus que je voulais revenir, parce que ça vaut pour le transport, mais pour l'énergie en général, parce que l'hydrogène, la grosse cible, c'est de décarboner l'industrie dans un premier temps, et aussi la mobilité lourde, voilà. Dans ma région, on a des projets effectivement importants avec de la biomasse, avec des projets de thermolyse. On a beaucoup de déchets bois, hein, la forêt du Morvan, etc. Et puis les sarments de vigne, hein, qui en Bourgogne sont relativement nombreux à certaines époques de l'année. Donc on valorise ça, mais c'est aussi une logique de dépendance énergétique du pays. Aujourd'hui, il y a des projets, alors je vais donner des noms, vous avez peut-être entendu, il y a les fameux corridors TEN-T et qui correspondent vraiment à ce qu'attendent les logisticiens, notamment pour les longs transports. Les corridors TEN-T, c'est d'identifier les grands couloirs de transport européens. La Bourgogne-Franche-Comté, exactement au croisement des transports est-ouest, nord-sud. On le voit sur une carte, il y a vraiment ce croisement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'équiper, de mailler ces corridors par des stations hydrogène. Et pour des camions ou tout véhicule d'ailleurs qui passerait par là et voudrait recharger, il faut assurer et garantir une production continue et massive d'hydrogène bas carbone, nucléaire ou décarboné, quelle que soit la source, notamment les renouvelables. Mais on sent bien que si on veut que ça avance et la planète chauffe, hein, comme on dit, il faut passer par toutes les solutions possibles qui sont vertueuses ou le plus vertueuses possible. Donc ces corridors TEN-T, c'est équipé notamment les proximités d'autoroutes. Les autoroutes Paris-Rhône sont fortement engagées là-dedans, Vinci également. On est sur des projets qui s'appellent aussi H2 Alpine avec des partenaires étrangers que la Suisse, l'Italie, le Bade-Württemberg, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vraiment là il y a un hub, je dirais, de transport logistique. Donc voilà. Mais il y avait aussi d'autres pistes qui sont les projets de canalisation de pipes qui transporteront l'hydrogène parfois de très loin, avec des sites de production massive. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'on se dit, mais il y a des nouveaux players. Hein. Il y a la Russie, hein, qui, après avoir bien rigolé, dit aujourd'hui que l'hydrogène, c'est formidable. On ne sait pas encore comment ils vont le produire. J'espère qu'il sera bas carbone.
Il y a le Chili, le Maroc, l'Espagne, etc. Et là, on va pouvoir à terme, il y a un projet à horizon 2050 de réseau pipe hydrogène. On ne peut pas utiliser directement les réseaux gaz naturel. Et là, on va avoir la possibilité d'alimenter beaucoup de sites. Après, il va y avoir effectivement toutes les infrastructures de distribution infra jusqu'aux stations-service pour la mobilité lourde. Voilà. Donc il y a vraiment une vision globale, pas seulement locale, mais le local, c'est aussi pour la France et pour les autres pays une indépendance énergétique, une efficience énergétique et une valorisation de toutes sources propres, on va dire, d'énergie. Des pipelines à hydrogène compressé ou liquéfié? En compressé. Par contre, il y a aussi des projets de liquéfié pour la mobilité lourde. Hein. Vous avez Dutz, vous avez Daimler, vous avez Volvo, je crois aussi, qui réfléchissent non pas à passer par de la pile à combustible, mais directement à injecter de l'hydrogène dans du thermique, ce qui évite, entre guillemets, d'embarquer une pile à combustible qui est relativement lourde, mais ça demande des moteurs adaptés. Mais il y a des travaux là-dessus, ça a déjà été testé. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment un foisonnement d'idées et c'est un peu, je dirais, on avance, on regarde ce qui va marcher, ce qui va être le plus rentable, toujours avec ce souci de sobriété, d'augmentation des rendements et de propreté de l'origine de l'hydrogène. Mesdames, Messieurs, y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations après la première? Vous êtes totalement... Non? Oui? Vous êtes sûr, mesdames, messieurs? Vous êtes rassasiés à ce point? Vous n'avez aucune question? Ils ont été d'une clarté telle que vous n'avez pas de questions? Amaury Vaux-120, je vous laisse la parole du coup. À écouter ce débat, à lire tout ce qu'on lit sur l'hydrogène, on est au début de quelque chose. Une modernisation de quelque chose qui existe avant, mais qui a l'air terriblement complexe, ne serait-ce que pour sourcer l'hydrogène, pour le transporter, calculer le coût économique, qui va le prendre en charge, les subventions, c'est de l'ingénierie. Oui, il faut être ingénieur, il faut être ingénieur financier pour y comprendre quelque chose. Cette complexité, elle peut être expliquée, cette complexité peut être réduite au fil du temps, au risque sinon de faire peur et de faire tomber le soufflet. Et oui, il va falloir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on constate aussi depuis un an, c'est que tout le monde parle d'hydrogène. C'est un mot qui s'est invité dans les débats. Là où il y a 4-5 ans, on passait encore pour un petit peu des uluberlus, aujourd'hui, le fait que tout le monde en parle dans les médias, que chaque politique s'empare un petit peu du sujet, que toutes les régions aient lancé un plan hydrogène sur leur région, tout ça, ça a permis un petit peu de démocratiser le débat. Et il est clair que si on reste sur un monde, je veux dire, entre techno, on n'arrivera pas à faire avancer la filière. Les besoins aujourd'hui sont forts, mais on n'a pas non plus besoin que d'ingénieurs fiscalistes ou autres. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a des programmes de formation qui vont devenir plus urgents de lancer, puisque on va avoir besoin d'avoir des compétences sur l'intégralité de la chaîne. Et ça va vraiment passer, je veux dire, des cols bleus aux cols blancs, où il va falloir que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte à ce niveau-là. Techniquement, sur des exemples très simples de soudure ou des choses comme ça, aujourd'hui, personne n'est au point. Et ça, ce n'est pas des ingénieurs, c'est plutôt des techniciens qualifiés qui vont être capables de le mettre en place, d'apprendre à faire et de permettre de déployer les choses à plus grande vitesse. Monsieur Krabat, justement, vos engins, en termes de maintenance, en termes de conduite, c'est pareil que les engins dits traditionnels, où ça nécessite une formation, une prise en charge, même pour le comptable, une comptabilité différente, concrètement? Il y a une différence, c'est qu'on est vraiment sur des engins de manutention, donc on s'affranchit de beaucoup de formalités, notamment en termes de réglementation. On n'a pas besoin de permis. On délivre des autorisations de conduite. Donc en tant que constructeur, on accompagne nos clients à la livraison pour leur faire une formation à la conduite et à la maintenance de nos engins. Bien entendu, on ne fait pas la maintenance d'un engin électrique ou d'un engin hydrogène comme un tracteur thermique traditionnel. Mais par contre, ça pèse beaucoup dans la balance comptable, notamment le coût de la maintenance d'un véhicule électrique ou hybride hydrogène électrique versus un thermique. On retrouve très vite l'équilibre, mais également aussi, pour revenir un petit peu sur les sujets de tout à l'heure, sur la consommation. Aujourd'hui, nos clients qui utilisent ces tracteurs sur les activités logistiques
pour passer le message on va dire, du surcoût de ces véhicules, ils véhiculent une image d'économie. Et on sait, nous, par expérience, que depuis 3 ans et demi maintenant, on a une flotte d'une 50aine de véhicules qui tournent en logistique. Nos clients peuvent communiquer sur le fait qu'on a économisé plus de 3000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est un vecteur de communication qui est utilisé pour un petit peu valoriser le gain potentiel sur ces véhicules. Vous leur vendez plus cher, beaucoup plus cher. Et, on n'a pas le choix, la technologie fait que. Monsieur Labelli, même question en termes de conduite, de navigabilité. Un bateau à hydrogène, c'est pareil qu'un bateau au fioul? Alors, c'est pareil, le fait de passer de la propulsion classique qu'on connaît, moteur, réducteur, ligne d'arbre, à l'électrique, offre plus de souplesse pour les navigants. Donc, tous les navigants sont heureux de passer sur des propulsions électriques. Ça, c'est voilà, le confort, l'absence de bruit, l'absence de vibration. Voilà, ça, c'est un vrai bonheur. Pour toute la partie maintenance, il y a effectivement des choses. On devra faire monter en gamme, en compétences, nos équipes techniques. C'est clair qu'on n'intervient pas sur un système électrique comme sur un moteur. Il y a des risques d'électrocution qui sont importants. Et a fortiori sur la partie hydrogène, on ne fait pas ça de la même façon. Donc on peut avoir des coûts de maintenance qui peuvent être plus élevés sur la fonction stockage, puisqu'on passe par des bouteilles qui nécessitent d'être repassées en épreuve régulièrement. Je crois qu'on en fait éclater une tous les ans pour voir si elle résiste bien à la rupture. À 525 bars, c'est voilà, la réglementation, je crois. Ça, donc effectivement, il faut remplacer ces bouteilles-là, il faut gérer ces épreuves-là, il faut gérer le réservoir. Donc ça peut coûter plus cher, surtout par rapport à un réservoir gazole où aujourd'hui, si ce n'est le nettoyer, on n'a quasiment rien à faire. Donc voilà, on doit effectivement adapter le fonctionnement de l'équipage, la façon de faire la maintenance, et puis on doit aussi accompagner quand même un petit peu, je pense, socialement nos équipages. C'est-à-dire que autant sur un camion, le gars monte dans son camion, il arrive, il le remet en logistique, du moins il le remet à l'entrepôt, le soir il va chez lui, autant nos équipages dorment dessus. Voilà, donc il faudra effectivement les accompagner un petit peu. C'est parce que c'est un bateau à hydrogène que vous les faites dormir dessus? Non, pas du tout. Ah bon? Parce que tous nos équipages dorment à bord de nos bateaux. Mais quand vous avez un véhicule hydrogène, vous dormez pas. Normalement, vous dormez pas dans votre voiture. Donc le fait que vous ayez une bonbonne d'hydrogène sous les fesses vous importe relativement peu. Quand vous êtes à bord toute la semaine, toute l'année, effectivement, peuvent se poser des questions. Donc il faut accompagner nos équipages. Il peut y avoir des questions sur la sécurité. Mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, cette sécurité-là, aujourd'hui, elle est très bien gérée. Ce n'est pas un problème majeur. Mais on peut aussi avoir des remarques des riverains, des collectivités locales. Il y a eu des exemples de stations gaz à Paris qui, malheureusement, ont fait échec parce que les riverains y étaient opposés. Donc, en fait, il faut accompagner ce mouvement-là et il faut expliquer en quoi on prend extrêmement au sérieux tous ces aspects sécuritaires. D'un point de vue réglementation, mon voisin disait qu'effectivement, il avait la chance de pouvoir s'affranchir de ça sur des domaines privés. Pour nous, en fluvial, ce n'est pas le cas, donc on est obligé de passer par des dérogations, on est accompagné par les services de l'État, mais en fait, c'est compliqué. Et il faut vraiment montrer patte blanche, et je peux vous garantir que dans certains cas, on vous demande de laver plus blanc que blanc. Oui, on vous demande d'être précurseur, mais finalement, vous n'êtes pas tant que ça. En tout cas, a priori, la mairie de Paris n'a que les bras ouverts pour votre solution. Oui, mais c'est pas si simple. Oui, enfin, ouais, c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous avez une très bonne idée, tout le monde lève les bras, et puis au moment de la mettre en application et de régler les problèmes qui se posent, parce qu'immanquablement va se poser les problèmes, c'est là où, bizarrement, vous trouvez un petit peu moins de monde pour vous accompagner. Mais la mairie de Paris est tout à fait intéressée par ça. Voilà, tout le monde, nos clients, enfin voilà, tout le monde est intéressé. Maintenant, il y a certains sujets qu'il faudra régler, et l'intervention de Nicolas Bourg, d'ailleurs, le soulignait, c'est la question de l'autonomie. On n'a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, la densité énergétique de l'hydrogène est très nettement inférieure à celle du gazole. Donc, il faudra traiter ce problème-là. Et la mobilité, les opérateurs de transport et ceux qui utiliseront ces piles à combustible et cet hydrogène qui soit comprimé 300 bars, 350, 500, 700 bars ou qui soit liquéfié, attendent beaucoup en fait des progrès technologiques et scientifiques sur la fonction stockage. Sur la pile, on y arrivera, je n'ai pas trop d'inquiétude. La fonction stockage est l'endroit, à mon avis, où on a le plus de progrès à faire. Oui, la liquéfaction serait l'idéal en termes de densité énergétique, mais elle coûte de l'énergie, cette liquéfaction.
Et les réservoirs coûtent cher, sont très lourds, et il y a des pertes de 1% par jour, quelque chose comme ça. Moins 252 degrés, c'est quand même pas... Enfin voilà, c'est pas anodin. Oui, vous disiez, hein, dormir sur un réservoir hydrogène, c'est rien, mais un réservoir hydrogène à moins 252 degrés, effectivement, je plains le chauffeur routier dans l'hypothèse où cette solution se développerait. Mesdames, Messieurs, une petite dernière. C'est rare de voir ça, hein. Ça veut dire que vous avez été bon. Gilles Doat, oui, on le voit bien, réfléchir à l'hydrogène, c'est... oui, réfléchir à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas juste, bah tiens, je vais acheter un camion, je vais aller chez Gosselin acheter un tracteur portuaire. Non, il faut le réfléchir dans un écosystème économique, il faut le réfléchir dans l'écosystème de son entreprise, réfléchir à la formation, à la maintenance, il faut réfléchir loin, mais dans un temps économique qui est court, avec des marges qui sont faibles. Je repose la même question, c'est complexe cette affaire-là. C'est pas simple, non, effectivement, c'est complexe. Maintenant, de toute manière, quelle que soit la complexité, on se pose toujours la question de la pertinence avant de sauter à la solution. L'hydrogène peut être la solution ou pas. La question, c'est vraiment de réfléchir à tous ces sujets en amont. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que les entreprises font grâce justement à ce programme EVE, où, à nouveau, hein, industriels ou transporteurs se posent ce genre de questions. On les incite à se poser ce genre de questions. Ce programme est porté, donc, bien sûr, par le ministère, par l'ADEME, également par la profession. C'est un programme transversal. Donc la profession, c'est aussi bien les chargeurs, les représentants des chargeurs que les représentants des transporteurs, des grossistes aussi. Et puis une entreprise EcoCO2 qui met en musique un peu tout ce sujet-là pour aider chacun à se poser les questions. On fait le bilan en amont. Toutes les entreprises, en tout cas, sont ravies de cette aide qui est apportée pour se poser les vraies questions et ensuite trouver des solutions avec différentes actions qui peuvent être un changement de motorisation, un changement de carburation qui peut être adapté. Les questions se posent aussi bien en termes techniques que financiers et dans le temps aussi. De se dire aujourd'hui, avec la technologie qui existe, est-ce que c'est pertinent de basculer sur ce mode de sujet ou est-ce que finalement je vais le faire progressivement, je vais le prendre sur une partie aujourd'hui et puis d'ici 3 ans, la technologie sera plus mûre pour ce que je veux mettre en place. C'est toutes ces questions et toutes les personnes qui travaillent sur ce programme ont été justement formées sur ces sujets, que ce soit les sujets globaux de cohérence logistique, de cohérence d'optimisation logistique, les sujets de carburant, toutes les aides qui existent aussi. On voit que la région Bourgogne-Franche-Comté a mis tout un tas d'aides sur le sujet. C'est important d'arriver à flécher et les entreprises, où qu'elles soient en France, ont besoin aussi de cette visibilité, de voir un peu ce qui se passe, ce qui est possible de faire, ce qui est possible de financer. Et à nouveau, on le disait aussi, mais grâce à ce partenariat, de mettre en relation les industriels qui s'engagent avec les transporteurs qui s'engagent et d'inciter les uns et les autres aussi à accompagner leurs partenaires. Amaury Vaux-120, je vous laisse la parole pour un petit mot de conclusion, mais c'est vous qui conclurez, Nathalie. Si. Amaury. Non, bah écoutez, aujourd'hui la filière en est vraiment au début. Hein. Ça fait longtemps qu'on réclamait des financements publics qu'on vient d'obtenir. Donc maintenant, c'est à nous de passer à l'échelle. On a pas mal de collectivités qui lèvent la main, qui avancent. On le voit bien, l'État, je veux dire, joue son rôle avec la mise en place d'appels à projets pour obtenir des cofinancements. Il y a encore des relevés hier pour des projets avec beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour la filière, ça va être d'être capable de passer à l'échelle et de tenir les enjeux de formation, tout en étant sur une image un petit peu de réalité autour de l'hydrogène qui est indéniablement, de mon point de vue, un maillon fort de la transition énergétique, mais qui n'est pas un petit peu la solution miracle qui va permettre de continuer tel quel. Merci Nathalie Locke. La conclusion, c'est vous. Faites aussi court qu'Amaury Vaux-120. Je vais être brève, mais je veux dire, on a envoyé des hommes sur la Lune, des sondes sur Mars. Je pense qu'aujourd'hui, le plafond de verre de l'hydrogène est enfin crevé. On prend conscience, et le citoyen en général a en tête cette nouvelle énergie, ce nouveau vecteur énergétique.
et qu'aujourd'hui, on va faire confiance à la recherche qui continue très fort pour augmenter le rendement des piles, pour compacifier les solutions, qui diversifie les types de solutions. Et aux ingénieurs, ça, je leur fais encore plus confiance parce qu'il y a plein de jeunes qui me disent « Moi, maintenant, je vais travailler dans l'hydrogène, il y a tout à faire, c'est formidable. » Et c'est aussi un moyen d'attirer les jeunes vers l'industrie et vers la recherche. C'est très, très marquant, d'ailleurs. C'est pour ça que toutes les régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté, ont mis en place des enquêtes pour mettre des plans de formation du technicien jusqu'à l'ingénieur pour adapter les compétences justement à ces nouveaux besoins que beaucoup d'entreprises nous réclament. Et une toute dernière phrase qui est encourageante aussi, c'est que les utilisateurs, notamment les transporteurs, on voit plusieurs consortiums de transporteurs qui se réunissent pour pouvoir dire « Nous, on peut peut-être produire localement de l'hydrogène ou éventuellement s'approvisionner et mettre progressivement nos flottes pour décarboner. » C'est une question sociétale et environnementale. Donc tout ça nous encourage. Merci Nathalie. Attention, hein, l'image de la Lune est à manier avec précaution. N'oubliez pas que l'échec d'Apollo 13 repose sur une pile à combustible défectueuse. C'était pas la pile, c'était un trou ouais. dans le réservoir par un micro. Un réservoir à hydrogène. Elle n'avait plus d'hydrogène. Bon, quand même. Merci messieurs. Je vous taquine. Merci madame. Merci d'avoir été là, aussi nombreux. À bientôt. Moi j'anime un autre débat 11h20 sur le rétrofit des moteurs passés du diesel à l'électrique. C'est sur l'atelier numéro 1. Merci à tous. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company,
or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions.
Bien, bien, ben, mesdames et messieurs, c'est pas tout ça, mais il va falloir se remettre au boulot et vous avez de la chance, car dans quelques instants, Mathieu Friedberg, le directeur général de Seva Logistique, sera à la tribune ici même pour un focus ambition, innovation, vision, le futur de Seva Logistique. C'est ici même à 11 h. Venez vite nous rejoindre. À tout de suite, je compte sur vous. Merci. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, venez vite, vite nous rejoindre. L'exclusive talk, c'est dans 7 minutes. Pardon. Il reste quelques places chez vous. Ça démarre donc. Ambition, innovation, vision, le futur de Seva Logistique. C'est ici même sur l'Atrium. À tout de suite. Je compte sur vous. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership. Ok, allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est 11h moins 5 dans 5 minutes ici même sur le plateau télé démarre le temps fort que vous attendez tous. Ambition, innovation, vision, le futur de Seva Logistique. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Ça, si on a besoin, on parlera avec Agnès, il n'y a pas de sujet. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call